Cela a commencé par un silence, pas celui confortable que nous partagions autour du café du matin ou en lisant au coin du feu. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Elisa était restée silencieuse d'une manière qui ne lui semblait pas naturelle, comme si chaque mot qu'elle ne disait pas était un écran de fumée pour quelque chose qu'elle cachait. Pendant des semaines, je me suis dit que j'étais paranoïaque, que les nuits tardives au bureau, le téléphone verrouillé qu'elle ne gardait jamais, le nouveau parfum, n'étaient que du stress, une phase, quelque chose dont elle allait sortir. Mais je savais mieux. Je suis entraînée à remarquer les changements, à entendre les mensonges dans les pauses. J'étais autrefois quelqu'un qui vivait dans les coins sombres du monde où le silence faisait souvent la différence entre la vie et la mort. Et Elisa, elle avait oublié ça à mon sujet. Elle dormait lorsque le téléphone a sonné cette nuit-là, à 1h46 du matin. Une vibration faible et aiguë qui a à peine remué la couette. Mais je l'ai entendu, je l'ai toujours entendu. Je n'ai pas bougé tout de suite, j'ai juste écouté. Sa respiration est restée régulière. Elle n'a pas bougé. Mais l'écran du téléphone illumina la pièce, juste assez pour que je voie son bras glisser lentement du lit et serpenter vers son sac à main. Elisa se leva doucement et se dirigea vers le couloir. Je lui ai donné une longueur d'avance avant de la suivre pieds nus, en prenant soin de ne pas écraser les lames de parquet que j'avais moi-même installées. Je me suis arrêtée juste devant la porte de la chambre d'amis. C'était un peu un pot. Sa voix était étouffée, mais assez claire. Oui, non, il dort. Envoyez votre équipe demain. Faites croire à un vol qui a mal tourné. Je me suis figée. Il y a un moment où ton esprit veut s'arrêter sous le poids de la réalisation, comme une boîte à fusibles qui saute à cause d'une trop grande quantité de courant. Mais pas le mien. Ça a cliqué. J'étais de retour en mode mission avant la suivante. Respiration, fréquence cardiaque, même muscle, yeux-lâches verrouillés. Elle essayait de me tuer. J'ai reculé silencieusement et je suis retournée au lit avant elle, j'ai fait semblant de dormir quand elle s'est glissée à côté de moi, sa respiration était régulière et paisible. J'ai regardé le plafond pendant les 3 heures suivantes, comptant les tours du ventilateur de plafond, mémorisant le nombre de ruisseaux que le lit faisait lorsque je me tournais. C'était la dernière nuit où je me suis permis de vivre comme Tom Baxter, le mari. À partir de ce moment, je suis devenue ce que j'étais autrefois, la tempête tranquille derrière l'extérieur calme. À 6 heures du matin, j'étais déjà dans le garage, écartant les cartons pour accéder au compartiment caché sous l'établi. Mes doigts trouvèrent les bords du faux panneau, ouvrirent le loquet et révélèrent un monde que je pensais avoir enterré pour toujours. Métallique, mat, noir, précis. J'ai dépoussiéré la mallette avec mes initiales toujours gravées dans le coin et je l'ai ouverte. Mon ancien équipement me va toujours comme une seconde peau, un pistolet supprimé, des lames de survie, des communications cryptées, 2 téléphones à graveur et un dossier plié de ma dernière mission. J'ai glissé l'arme de poing dans le bas de mon dos et j'ai mis mes 2 téléphones dans ma poche. Il était temps de passer des appels. J'ai commencé avec Eli Roer, mon ancien commandant devenu réparateur clandestin. Au moment où il a entendu ma voix, la ligne est restée silencieuse pendant 2 temps. Tom, tu es vivant, toi, fils de... Pas pour longtemps si je n'avance pas vite. J'ai dit que j'avais besoin de surveillance, j'avais besoin de matériel et j'en avais besoin. Hier, il n'a pas posé de questions, pas encore, il m'a juste envoyé une heure et un lieu. J'ai fermé le garage, j'ai serré mon sweat à capuche et j'ai emprunté les routes secondaires jusqu'à la ville. Les rues étaient calmes, la brume matinale s'accrochait toujours au bord des trottoirs, les lampadaires clignotaient pour s'arrêter. Mon esprit parcourut les dispositions tactiques de la maison, les points d'entrée, les positions défendables. Je ne m'étais pas entraîné à la guerre de banlieue, mais la guerre approchait de chez moi et je serais damné si je ne la traitais pas comme Kandahar. Vers 9 heures, j'étais de retour à la maison. Elisa était partie pour son cours de pilates. Je la regardais partir, lèvres serrées, visage illisible. Elle m'a même embrassé sur la joue. Elle pensait que je n'en avais aucune idée. J'ai commencé par les fenêtres. Chaque serrure est renforcée par des capteurs internes et des alarmes vibrantes provenant de l'argent d'Eli. J'ai fait passer une alimentation en circuit fermé dans le grenier et je l'ai acheminée vers une vieille tablette que je gardais cachée dans un livre et vidé. Détecteur de mouvement sous les lames de parquet,
capteur de pression à l'intérieur des bords des tapis. Ma maison, notre maison, devenait un piège déguisé en foyer. À midi, j'avais installé des émetteurs soniques dans les bouches d'aération des couloirs, des équipements personnalisés susceptibles de désorienter toute personne non familiarisée avec l'aménagement. Dans la cuisine, j'ai redirigé les conduites de gaz avec une gâchette de ventilation à sécurité intégrée. Je n'avais pas l'intention de les tuer, à moins d'y être obligé, mais ils ne sortiraient pas de la même manière qu'ils étaient entrés. Puis vint le sous-sol. Je n'y étais pas allé depuis des années, mais les murs renforcés que j'avais autrefois construits pour stocker les documents d'archives étaient désormais plus utiles. Avec les bons outils, c'est devenu une cellule de détention insonorisée. À 15 heures, je me suis assis sur le canapé du salon, le même qu'Elisa et moi avons choisi dans une boutique de meubles à Asheville. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai regardé autour de moi la maison que nous avons construite ensemble, des photographies sur les murs, des tasses assorties dans la cuisine, le léger parfum de son parfum encore accroché dans l'air. Cet endroit ressemblait autrefois à un havre de paix. Maintenant, c'était mon champ de bataille. Mes mains ne tremblaient pas, mes pensées étaient vives. Je connaissais ce jeu. Je l'avais joué mieux que la plupart, mais je n'avais jamais ressenti cela auparavant, si personnel, si intime. La femme en qui j'avais confiance, la vie que j'ai construite, tout cela n'était qu'un écran de fumée. Elisa voulait ma mort. Demain, elle découvrirait avec qui elle était réellement mariée. Les gens parlent du recul comme si c'était une malédiction. Je ne le vois pas de cette façon. Le recul est une carte douloureuse et sans faille qui vous montre chaque mauvais virage que vous avez pris parce que vous avez fait confiance à quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Alors que j'étais assis dans le noir ce soir-là, regardant la photo de mariage sur la cheminée Elisa en blanc, souriant comme si elle avait gagné, je me suis finalement permis de retracer cette carte à rebours. Tout a commencé il y a 5 ans, lors d'un gala au bal bénéfice des anciens combattants. Je n'avais pas prévu d'y assister. Je détestais les événements en tenue noire, le faste, les rires plastiques, mais Ellie avait insisté, disant que je devais m'habituer à la vie civile, que je pourrais rencontrer quelqu'un qui en valait la peine. Il a plaisanté. Je ne m'attendais jamais à la rencontrer. Elisa était magnétique, polie sans être froide, charmante sans aller trop loin. Elle ne m'a pas demandé ce que je faisais, elle m'a juste demandé ce que j'aimais, les meubles. Je lui ai dit et elle n'a pas ri comme la plupart des gens. Au lieu de cela, elle a souri et a dit, « Vous raconteriez des histoires, n'est-ce pas ? Il suffit de savoir écouter. » J'aurais dû le savoir alors. Elle était toujours douée pour écouter dans le but d'apprendre à utiliser vos propres mots contre vous. Plus tard, nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant de proposer. Elle a dit oui, les larmes aux yeux et ses bras enroulés autour de mon cou. Elle a emménagé. 2 semaines plus tard, notre maison était vivante, pleine de musique, les odeurs de sa cuisine. Eh bien, la cuisine. Elle a ordonné et revendiqué comme étant la sienne. J'étais heureux, ou du moins je pensais l'être. Le dénouement fut lent. Elle a commencé par des changements subtils, une fascination pour les marques de créateurs haut de gamme qui ne correspondaient pas à notre style de vie modeste. Un peu d'indulgence n'a jamais tué personne, disait-elle. Puis sont arrivées les soirées marketing des clients, a-t-elle déclaré. Un gros contrat à venir. Je ne l'ai pas remis en question. Je voulais la croire, mais les gens comme moi, nous ne désapprenons pas notre formation. J'ai remarqué la façon dont son téléphone était toujours retourné face cachée, comment elle souriait un peu trop longtemps aux SMS. Elle ne me laissait pas voir. Un soir, elle est rentrée à la maison avec une légère odeur d'eau de Cologne. Ce n'était pas le mien. Je me suis dit. C'était son chauffeur de covoiturage. Je me suis dit beaucoup de choses. Le changement dans son langage corporel était l'indice le plus bruyant. Elisa avait l'habitude de se pelotonner contre moi la nuit, les orteils gelés, cherchant de la chaleur. Maintenant, elle restait à ses côtés, le téléphone serré dans sa paume, éclairant des impulsions qu'elle faisait semblant de ne pas voir. Son rire est devenu plus calme, moins spontané, comme si elle répétait la joie pour quelqu'un d'autre et utilisait le vrai avant de rentrer à la maison. Je ne m'attendais pas à ce que je regarde des dîners chers, des bijoux qu'elle ne portait jamais avec moi, Uber se rend à des adresses inconnues.
Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de ne pas la confronter. Pourtant je confirmerai tout. Je suis d'abord sortie dans l'atelier du jardin et j'ai déterré un coffre-fort que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvait une liste de contacts écrite en chiffres, invisible pour quiconque sans la bonne lentille. J'ai passé mes doigts dessus jusqu'à ce que je trouve le nom dont j'avais besoin, Mado. Mado avait été mon fantôme dans la machine lorsque je travaillais dans les services de renseignement à Bélarus. Il pourrait pirater une voûte en acier à l'aide d'un grille-pain et d'un trombone si vous lui laissiez suffisamment de temps. Je ne lui avais pas parlé depuis 4 ans, pas depuis que nous avions organisé sa mort pour un travail devenu politique, mais je savais qu'il était vivant. J'avais gardé un œil. Je garde toujours un œil. J'ai envoyé un message mort via un serveur relais crypté que seul lui et moi avons partagé. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone portable sonnait avec un seul message, « Je respire toujours, je regarde toujours, parlons-en ». Il avait inclus des coordonnées et une heure, 11h30 demain, un restaurant sur la route 14. Au milieu de nulle part. J'ai passé le reste de la nuit à préparer les caméras cachées dans les détecteurs de fumée. Un enregistreur de frappe dans son bureau à domicile, un programme fantôme installé sur son téléphone via une simulation clone. Elle ne m'a jamais vu échanger pendant une de ses journées au spa. Elle était négligente, trop confiante. Ce serait son erreur. Le matin, j'ai joué le rôle, j'ai préparé du café, je l'ai embrassé sur la joue, j'ai fait semblant de ne pas remarquer la façon dont ses yeux bougeaient. Quand je lui ai posé des questions sur sa journée, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et que j'avais l'intention de rester à la maison. Elle cligna à peine des yeux, hocha simplement la tête, attrapa son sac à main et sortit. À 11h15, je me suis arrêtée au restaurant, un endroit rouillé et solitaire avec plus de mouches que de clients. Mata était déjà assise, son sweat à capuche relevée, les doigts enroulés autour d'une tasse de café noir ébréché. Son visage avait plus de cicatrices que je ne m'en souvenais, mais ses yeux étaient les mêmes. Calculant vite, il y a longtemps, il a dit, « Vous ressemblez à un enfer. » Tu dis toujours ça parce que c'est généralement vrai. Il glissa une petite mallette sur la table, tout ce dont vous aurez besoin, données de cellules clonées, écoute en trou de serrure, GPS en direct et quelques extras, reconnaissance faciale, brouilleur de voix. Elle a été occupée. J'ai ouvert le dossier et j'ai vu des photos d'Elisa habillée pour tuer, assise bien trop près d'un homme. J'ai reconnu instantanément, Trevor Lamb, ancien financier, actuel trafiquant d'armes présumé. Dangereux. Le sourire d'Elisa sur ces photos m'a glacé le sang. C'était un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Il finance un groupe appelé Apexem et a déclaré, officiellement, les squats ont les poches profondes. Toutes les pistes renvoient à lui. Elle ne fait pas que tricher, Tom, elle contracte votre exécution. J'ai serré les poings. Ce n'était pas de la colère. La rage est forte. C'était plus calme, plus dangereux. Un calme avant une tuerie. Des noms dans l'équipe, ai-je demandé? Mado hocha la tête, 4 anciens militaires. L'un d'entre eux s'entraînait avec toi, en fait, dit nommé Riz Stallman, parfait. J'attendais une preuve. Maintenant que je l'avais, ma maison serait prête. Mon esprit était déjà en avance sur eux. Alors que je rentrais chez moi, les ombres dans ma vue arrière n'étaient pas que des arbres, c'étaient les fantômes d'une vie que je pensais avoir enterrée, revenant me rappeler qui j'étais avant Elisa et qui je devrais redevenir. Au moment où le soleil du matin s'est glissé à travers les stores, j'avais déjà 2 longueurs d'avance. Faire semblant d'être malade était facile, convaincant. Même moi, j'avais perfectionné l'acte depuis que les mensonges d'Elisa avaient commencé à se dévoiler. Une affaire subtile. Ici. Une seconde supplémentaire, passant ma main contre mon front, la fatigue dans ma voix. Elle ne se doutait de rien. Elle m'a quitté avec à peine un regard et un sentiment de soulagement sans enthousiasme, la porte se fermant derrière elle comme un signe de ponctuation sur sa trahison. Au moment où sa voiture est sortie de l'allée, je me suis mis au travail. Tout d'abord, j'ai désactivé le système de sécurité frontale. C'était faux, de toute façon, ce qu'Elisa a insisté. Nous nous sentons plus en sécurité, même si les vraies caméras, celles qu'elle ignorait, étaient déjà encastrées dans les arbres et à l'intérieur des bouches d'aération. C'étaient les miens, installés bien avant que nous le disions,
parce que la confiance dans mon monde n'est que l'écart entre la connaissance et la preuve. J'ai attrapé la mallette que Mado m'avait donnée et j'ai tout disposé sur la table à manger comme des outils avant une opération, un ordinateur portable préchargé avec un VPN rotatif, un logiciel d'usurpation d'identité et des flux de surveillance qui seraient extraits en direct des appareils que nous avions mis sur écoute. Un petit appareil pas plus gros qu'un porte-clés me permettrait d'écouter les appels téléphoniques d'Elisa en temps réel. Un autre outil a intercepté ses messages et cloné son activité sur l'application, me donnant ainsi accès à des discussions cryptées. En quelques minutes, j'étais dans son monde. Le premier ping provenait d'un numéro de graveur lié à Trevor Lamb. Elisa lui avait envoyé un message il y a 1 heure. Il est toujours à la maison. Il est malade. Cela devrait être facile. Ma mâchoire se serra. La cruauté désinvolte, la facilité avec ses doigts lorsqu'elle tapait ses mots. Il disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne voulait pas seulement que je parte, elle voulait que je sois effacée. Un inconvénient mineur dans le chapitre qu'elle parcourait avec Trevor. J'ai cliqué sur le flux de la caméra en direct et je l'ai regardé entrer dans le hall de son penthouse à Midtown. Les caméras à l'intérieur de l'ascenseur les montraient en train de serrer ses bras autour de son cou, comme si le vœu qu'elle m'avait fait n'avait jamais existé. Le flux changea à nouveau. Un autre angle la montrait en train de glisser quelque chose dans la poche de sa veste, probablement un paiement. J'ai pris des images fixes de tout cela. Ils construisaient leur crime parfait. Je construisais leur perte. À midi, j'étais de nouveau au restaurant. Mato était assis dans la même cabine, sirotant sa 3e tasse de quelque chose de trop sombre pour être légal. Il était la seule personne en qui j'avais confiance pour ce niveau de travail. Une fois, il a extrait les comptes offshore d'un diplomate corrompu d'un disque dur en feu avec seulement 17 minutes dans une lime à ongles. Si quelqu'un pouvait démêler la toile de Trevor Lamb, c'était bien lui. J'en ai plus pour toi, dit-il en glissant sur une clé USB et une enveloppe. L'équipe de frappe de Lamb est confirmée pour les gars formés par Apex, Rez Stallman, Ed Monroe, Vic Calté et celui-ci. Il tapota la photo d'un homme de grande taille avec des yeux morts et une cicatrice sur la mâchoire, Nash Carter. Vous vous souvenez de lui? Je l'ai fait à peine. Il a travaillé sur une opération à Prague qui a mal tourné. La dernière fois que j'ai entendu dire qu'il avait disparu après avoir incendié une planque pleine de témoins. Maintenant, il était de nouveau payé pour mettre fin à mes jours. Mato m'a tendu une autre photo, grainy, horodatée il y a 2 jours. Il les montrait tous les 4 dans un SUV noir loué devant un entrepôt du centre-ville, au même endroit. Trevor avait déménagé son cabinet de conseil il y a 2 mois. Selon Matesdig, l'entrepôt disposait d'un niveau souterrain équipé d'un stockage de niveau armurerie, armes à feu illégales, explosifs plastiques, silencieux, tout ce dont vous auriez besoin pour faire disparaître définitivement quelqu'un. Ils ont déjà fait ça. Meadow a déclaré, 9 coups sûrs, tous faits pour ressembler à des vols qui ont mal tourné. Aucun survivant, aucune trace. Mais cette fois, ils avaient mal calculé. Ils ne savaient pas que je les observais, que j'avais été formé pour anticiper chaque angle d'embuscade, chaque signe de trahison. Ils ne savaient pas que je n'avais plus rien à perdre et que ça rend un homme dangereux. Je suis rentré chez moi sous la couverture nuageuse et dans le silence, me glissant par l'entrée latérale et vérifiant chaque capteur, sous chaque angle. Les pièges étaient prêts. Chaque couloir était bordé d'émetteurs soniques déguisés en lumières animées. J'avais une alimentation de secours, des compartiments cachés, une chambre souterraine sécurisée renforcée d'acier. Je ne me préparais pas seulement à survivre, je me préparais à un contrôle total. J'ai revu la disposition une fois de plus, un fil de déclenchement de la porte d'entrée câblée à une alarme silencieuse, la pression du salon, des carreaux de sol sensibles qui ont déclenché une libération de gaz anesthésique, des caméras infrarouges dans le couloir et une alerte de seuil de décibels qui a détecté un mouvement au niveau du murmure. La cuisine ressemblait à une issue de secours confortable, mais les tiroirs contenaient du matériel tactique, des lames rétractables et un interrupteur de panique déguisé en bouton de tiroir. Le sous-sol est bien, c'était le cœur battant de toute la configuration, insonorisé, bordé de caméras et plus que prêt à tenir des confessions qui brûleraient l'empire de Trevor. J'ai relu le plan, l'escadron frapperait quand il penserait que j'étais seul, faible, par surprise. Mais j'attendrai, je regarderai.
Juste après 16 heures, Elisa revint, ses clés tintaient comme n'importe quel autre jour, ses talons claquaient sur le sol avec une aisance exercée. Elle entra dans le salon où j'étais assis avec une couverture sur mes genoux, les yeux fermés. Elle s'arrêta juste assez longtemps pour évaluer sa voix, douce et sucrée. « Je me sens mieux ?» a-t-elle demandé. J'ai toussé dans ma manche. Un peu, juste besoin de repos. Elle m'embrassa le haut de la tête, je te laisse dormir alors. J'ai écouté ses pas alors qu'elle montait les escaliers, j'en ai compté 12 jusqu'au sommet, 10 autres jusqu'à la chambre d'amis, où elle a chuchoté un appel à Trevor. Mon écouteur me nourrissait de chaque mot. Il est complètement hors de propos. Elle a dit, envoyez-les après minuit. Il ne saura pas ce qui l'a frappé, mais je le saurai. Et quand le soleil se leva à nouveau, eux non plus. Elisa a quitté la maison à 7h42 précise. Elle portait la jupe crayon bleu que j'avais toujours aimée et les talons qui claquaient, un rythme que je trouvais autrefois réconfortant. Elle ne le savait pas. Je regardais depuis la caméra du garage, notant la pause dans sa foulée avant qu'elle ne monte dans sa voiture. Culpabilité, non, elle vérifiait juste son rouge à lèvres dans le rétroviseur. Elle pensait toujours que le monde était sous son talon, pensait que je dormais à l'étage sans m'en rendre compte, pensait que sa trahison se déroulerait, parfaitement enveloppée dans le silence et scellée de sang. Elle ne savait pas que l'appât avait déjà été lancé au moment où ses feux arrière ont disparu. Je dois travailler. Chaque piège devait être impeccable. Chaque capteur devait se déclencher exactement quand j'en avais besoin, pour donner l'illusion que j'étais encore faible, inconscient, qu'il fallait être hermétique. La maison devait paraître vulnérable, non protégée, la cible idéale pour une mise à mort rapide. En bas, j'ai réglé les contrôles de température liés au gaz anesthésique que j'avais intégré dans les systèmes de ventilation. Trop chaud et le composé s'évaporerait. Trop vite. Trop froid et il ne s'activerait pas du tout. J'ai exécuté une simulation contrôlée, pompant la version non mortelle dans une pièce et la regardant se disperser devant la caméra. Le délai était trop long de 3 secondes. J'ai ajusté le timing, rasé un éclat de la valve de pression, et les réutilisé. Parfait. Vient ensuite l'intégration de la serrure intelligente. La porte d'entrée avait été recablée pour accepter 3 méthodes d'accès différentes, une clé traditionnelle, un scan d'empreinte digitale, ce qu'Elisa ne savait pas, une commande à distance qui me permettait de la sceller ou de l'ouvrir depuis mon téléphone. Je pourrais les enfermer à l'intérieur ou leur laisser croire qu'ils avaient trouvé une sortie. L'illusion représentait la moitié du jeu. La peur était l'autre moitié. Dans le couloir, j'ai installé des émetteurs d'ultrasons, des fréquences conçues pour désorienter et perturber l'équilibre. Je les ai testés à Kandahar contre des captifs hostiles entraînés à résister à la douleur. En 60 secondes, le plus fort d'entre eux s'est effondré à genoux. Associé aux impulsions stroboscopiques des plafonniers, le couloir deviendrait une arme en soi. Là où Elisa avait passé ses appels téléphoniques secrets, l'odeur de son parfum persistait dans les rideaux, écho des mensonges qu'elle racontait. J'ai ouvert le tiroir et j'ai trouvé le téléphone graveur. Elle pensait s'être cachée derrière ses foulards en soie. Je l'ai connecté à ma plateforme et j'ai récupéré les 5 derniers messages, tous de Trevor. C'est l'heure du départ à minuit. Dis-lui que tu vis chez tes sœurs, nous nous occuperons du reste. Tu vas bientôt être libre, bébé Free. Ce mot résonnait dans mon crâne. Elle voulait tellement la liberté. Elle était prête à se tacher les mains de sang pour l'acheter. Je me demandais à quoi ressemblerait la liberté pour elle derrière les barreaux. Vers 16h30, elle a appelé Tom. Dit-elle d'une voix parfaitement aiguë, d'un son inquiet, je reste avec Anna ce soir. Tu te sens toujours malade? Ouais, j'ai murmuré. Orsearo est groggy, probablement juste quelque chose que j'ai mangé par bébé. Elle a dit que c'était du repos. La ligne était morte. J'ai souri. À la tombée de la nuit, j'ai fermé tous les flux de sécurité visibles et redirigé les flux cachés vers une tablette privée. Depuis mon poste caché dans le vide sanitaire du grenier, j'avais des yeux sur chaque pièce. J'ai bu une demi-bouteille d'eau, j'ai déposé une poche de sang sur mon abdomen sous ma chemise et je me suis effondré sur le sol du salon, immobile. Juste au cas où l'un d'eux viendrait en reconnaissance, l'odeur de fausse vulnérabilité devait être parfaite.
À 23h50, un mouvement a sonné sur le capteur périmétrique extérieur. Alerte silencieuse. Tout aussi conçu pour les hommes, équipement tactique noir, 2 avec armes supprimées, 2 avec couteau. Masque dessiné, coordonné, propre, style Apex. Ils bougeaient comme des fantômes. Mais ce n'étaient pas des fantômes pour moi. Je connaissais chaque ombre dans cette maison, chaque pas, chaque souffle. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils tenaient. Alors qu'ils franchissaient la porte d'entrée, le système de verrouillage se réinitialisait derrière eux, les piégeant silencieusement. L'un d'eux murmura, cible dans le salon, il est à terre. Ils n'ont pas vu le capteur de pression sous le tapis, ils n'ont pas entendu les gaz provenant des bouches d'aération. Au moment où le premier tomba à genoux, désorienté. C'était trop tard. L'appât avait été lancé, les loups étaient arrivés et maintenant ils étaient dans la fosse aux lions. Le premier entra dans le salon, fusil en angle, bottes basses, glissant sur le tapis perçant comme un serpent dans l'herbe. Il ne parlait pas, ce n'était pas nécessaire. Son langage corporel en disait assez. Calme, entraîné, calculateur. Apex ne travaillait qu'avec d'anciens militaires professionnels d'élite, le genre d'homme qui n'était pas facile. Mais il ne réalisa pas que le sol sous lui avait déjà pesé sa présence, calculé sa pression et activé le système de dispersion. Un léger sifflement, juste un souffle sonore s'échappa de la bouche d'aération du plafond. Le gaz anesthésique était inodore, incolore et avait le temps de réagir. Lentement, juste assez pour ralentir leurs mouvements, sans les avertir tout de suite. Il s'arrêta pendant une demi-seconde, enregistrant peut-être un léger vertige, mais continua son chemin. Ils l'ont toujours fait. 2 autres se glissèrent derrière lui, l'un à l'arrière guettant les mouvements, l'autre scrutant le couloir menant à la cuisine. J'étais parfaitement immobile sur le sol du salon, une poche de sang pressée entre mes côtes et ma chemise, une trace captant la lueur de la lune à travers les stores. Pour un œil non averti. J'ai baissé les yeux et je suis mort. C'était le but. L'un d'eux est venu vérifier mon pouls. Il s'est agenouillé à côté de moi et a baissé son arme pendant une seconde. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ma main, dressée comme une vipère, attrapa son poignet et se tordit. Le bruit de son claquement de cubitus résonnait dans le salon. Avant qu'il ait pu crier, je l'ai retourné et lui ai enfoncé le bâton paralysant dans le dos, le faisant tomber comme un sac de briques. Les autres ont réagi instantanément, l'un levant son arme, l'autre criant « Bougez ». Ils n'avaient pas réalisé que le couloir était déjà armé. Au moment où le 3e agent franchit le seuil, des émetteurs soniques intégrés dans les murs se sont activés. Une onde invisible de son à haute fréquence s'écrasa sur lui, envoyant son équilibre dans le chaos. Il laissa tomber son arme et trébucha comme un ivrogne, s'écrasant contre la table du coin. Son partenaire s'est retourné et a tiré 2 fois, des coups sauvages qui ont résonné dans les cloisons sèches à quelques centimètres de mon épaule. J'ai plongé derrière le canapé, j'ai appuyé sur l'interrupteur intégré sous l'accoudoir et les lumières de la pièce ont éclaté en un motif stroboscopique vacillant. Désorientation, gaz complet, vue sonore, tous les sens. Agressé. Le dernier, le chef d'équipe, s'est regroupé plus vite que les autres. Je pouvais l'entendre aboyer des ordres étouffés à travers son masque, regroupement, visuel. Il avait une allure militaire, mais il n'avait pas prévu de champ de bataille dans une maison de banlieue. Il avança à l'aveugle, l'arme levée, ignorant la proximité. Fil piège sous la table basse. Au moment où sa botte l'a heurté, le sol sous lui a activé une plateforme à ressort, le propulsant vers l'arrière dans le mur avec suffisamment de force pour briser le placoplâtre. Il a frappé fort. Son fusil frappa le sol avec fracas. J'étais sur lui en quelques secondes, zippé, lui attachant les poignets et le traînant jusqu'à la porte du sous-sol. Le reste est devenu plus facile par la suite. Le gaz a pris le dessus. J'ai utilisé de faibles doses, suffisamment pour les distribuer, pas pour les tuer. Je voulais qu'ils aient l'esprit vif pour la suite. En bas, le sous-sol était déjà préparé pour les chaises, les dispositifs de retenue renforcés, le flux de la caméra, en direct sur le cloud. J'ai commencé avec un homme qui essayait de vérifier mon pouls. Il était groggy mais conscient. Qui t'a envoyé, ai-je demandé d'une voix calme et ferme. Il a craché du sang sur le sol et a souri, aucune idée de ce dont tu parles.
Je n'ai pas répondu. Je viens d'appuyer sur le bouton qui activait le canon sonore directionnel derrière sa tête. Il émettait une fréquence qui provoquait une pression insupportable dans les oreilles et le crâne. Il a crié en quelques secondes, Trevor Lamb, il haletait, du sang coulait de son nez. C'était Lamb à travers Elisa et le boulot, te tuer, faire en sorte que ça soit propre, ressembler à une effraction. Elle obtient la maison, les comptes. Il reçoit le paiement de l'assurance. Elle s'est attaquée à ta vie il y a 3 mois. Celui-là m'a frappé plus fort que je ne le pensais. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière, planifiée, à plusieurs niveaux. Elle avait construit ce site web pendant des mois et j'y étais entré comme un imbécile. Je suis passé au suivant, Nash Carter. La mâchoire marquée, les yeux morts. Il n'a pas crié quand j'ai activé le son, n'a pas bronché, a juste souri. Tu es bon, dit-il. Mieux que ce à quoi je m'attendais, pas aussi bon que vous le pensez. J'ai répondu en me penchant, tu es là, je ne suis pas attaché, alors qui gagne vraiment? Il rit. Vous ne quitterez pas cette propreté. L'âme a des gens dans le système. Elisa est prête à jouer le rôle de veuve. Tu penses que ça se termine avec ton départ vers le coucher du soleil? Non, j'ai dit que ça se terminait par ta confession ici, maintenant. J'ai activé le flux de la caméra, mis la pièce en mode diffusion et j'ai regardé dans l'objectif. C'est Tom Baxter, dis-je d'une voix claire. Les 4 hommes derrière moi sont des tueurs à gages travaillant pour Trevor Lamb et ma femme, Elisa Baxter. Ils ont été envoyés ici pour m'assassiner, mais ils ont échoué. Et maintenant, ils vont vous dire ce qu'ils ont fait, un par un. Je tourne la caméra vers chacun d'eux, activant les fichiers que Mado avait intégrés dans le cloud, l'audio sauvegardé, les données de localisation, les photos et maintenant les confessions en temps réel. À l'aube, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour les tueurs à gages en détention, des preuves vidéo, une preuve audio de la voix d'Elisa donnant l'ordre de tuer, une trace écrite la reliant aux comptes offshore de Trevor. Je suis monté à l'étage, j'ai attrapé la télécommande et j'ai éteint les lumières stroboscopiques. La maison était immobile, les pièges désactivés, la tempête était passée, mais la récolte ne faisait que commencer et j'étais loin d'être terminé. Je me suis assis à la table à manger juste après le lever du soleil, la maison lourde de silence, non plus le silence de la peur, mais celui qui s'installe sur un champ de bataille une fois la fumée dissipée. L'escouade de frappe était sécurisée dans le sous-sol, chacun étant attaché, sous sédatif et positionné carrément devant la caméra que Mato Software avait désormais le contrôle. Chaque confession avait été téléchargée vers 5 emplacements cryptés, chacun étant prêt à être diffusé simultanément. Vint maintenant la phase suivante, l'exposition. J'ai ouvert l'ordinateur portable et me suis connecté au serveur cloud que Mado avait personnalisé pour le moment. Il a appelé au jour du jugement, un module de piratage en temps réel destiné à contourner les pare-feux, à passer par des relais proxy et à prendre en charge tout flux public désigné. J'avais choisi le site web de l'entreprise de Trevor Lamb non seulement parce qu'il accueillait plus d'1 million de visiteurs par mois, mais aussi parce qu'il représentait l'image impeccable et soignée qu'il avait passé des années à construire, propre, élitiste, intouchable. Cela se termine. Aujourd'hui à 8 heures précises, la page d'accueil de l'Encore a disparu. Les visiteurs s'attendant à voir une mise à jour des stocks ou un communiqué de presse suffisant ont été accueillis par un écran sombre. Puis mon visage est apparu, les yeux rivés sur la caméra, la voix ferme. Je m'appelle Tom Baxter. C'est ma maison. C'est ce que Trevor Lamb et Elisa Baxter ont envoyé 4 hommes pour détruire derrière moi. L'écran s'est déplacé pour diviser les images. Chacun d'eux l'a capturé, un par un, livrant ses aveux sous serment et devant la caméra. Trevor Lamb m'a payé $80 000 d'avance. Elisa a établi le contact, a dit que son mari dormirait, et a dit de le nettoyer. J'ai déjà travaillé pour Lamb, 2 à San Diego, 1 à Denver. Les a fait ressembler à des vols, comme il le voulait. On nous a dit de brûler tous les dossiers, tous les témoins. Celui-ci était différent. Il était censé être une cible facile. Les aveux se succédaient en boucle, chacun confirmant le précédent, empilant les preuves comme des briques. J'ai réduit pour la clôture. Des documents sont stockés sur les serveurs de l'Encore, virements électroniques, mémos internes et photos. Vous les trouverez si vous cherchez, et si vous ne le faites pas,
je les ai déjà envoyés à des personnes qui le feront. Le système Mado a redirigé le flux sur toutes les plateformes de médias sociaux, TikTok, YouTube, Instagram et même LinkedIn. Cela s'est propagé comme une traînée de poudre. À 8h07, le nombre de vues s'élevait à des centaines de milliers. Les commentaires ont commencé à affluer. Est-ce réel? Quelqu'un a appelé les flics? C'est l'épinglette de Trevor Lamb en arrière-plan. À 8h12, l'équipe de relations publiques de Lamb a tenté de fermer le site, mais Matt avait 5 longueurs d'avance. Chaque tentative de suppression du flux est redirigée vers un autre lien. Chaque fois qu'il clignait des yeux, cela se multipliait. Au moment où Lamb en a entendu parler, il était trop tard. Et juste sur Q, à 8h16, son SUV noir s'est arrêté devant ma maison. Je l'ai regardé depuis le vide sanitaire du grenier alors qu'il sortait, essayant d'avoir l'air calme, mais sa démarche était urgente. Ses gardes du corps habituels n'étaient pas avec lui. Il pensait probablement que je ne risquerais pas l'optique, pensant qu'il pourrait m'intimider et me faire taire. Il ne l'a toujours pas compris. Il ne s'agissait plus de menaces, mais de représailles. Il atteignit la porte d'entrée et tenta de faire irruption, mais découvrit que la serrure intelligente était scellée derrière lui. J'ai déclenché le remplacement, laissez-le s'ouvrir. Juste au moment où il attrapait son téléphone, la porte s'ouvrit en grand et je me tenais là, vivant, éveillé et tenant la télécommande de tous les systèmes de la maison. Entrez, Trevor, lui ai-je dit en m'écartant. Son visage est devenu pâle. Vous ne savez pas ce que vous faites, Baxter. Je sais exactement ce que je fais. Vous pensiez que cela allait être une dissimulation discrète, que je serais mort maintenant et qu'Elisa sangloterait devant les caméras, que vous récupéreriez votre paiement et passeriez au prochain mari dont vous aviez besoin. Il est entré dans le hall. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Regardez, je dis Throw my eyes to the TV sur le mur. Descendez, j'ai hésité, ou j'envoie ceci à tous les bureaux fédéraux que j'ai mis en file d'attente dans le système, dont 2 que je connais surveillent déjà l'activité de votre banque. Cela l'a fait bouger. Au moment où il entra dans le sous-sol, sa bravade craqua. Il a vu les 4 hommes. Il a vu les caméras. Il vit la chaise installée pour lui. Tu vas me torturer maintenant, ricana-t-il. Non, je vais vous laisser parler seul, librement. Il ne s'est pas assis tout de suite mais il a parlé. Il a avoué, pas tout, pas au début, mais assez pour se lier au cou, au pot de vin, à la manipulation d'Elisa pour qu'elle devienne partenaire d'un meurtre. Quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait ciblé, sa réponse était presque risible, vous étiez sur le chemin. J'ai ensuite mis fin au flux et envoyé les fichiers à 3 contacts. Mado avait préparé 2 journalistes d'investigation et un groupe de travail fédéral dirigé à Washington. J'ai ensuite activé le protocole final, une information anonyme à la police locale, les coordonnées GPS et les codes d'accès à la maison. Quand ils sont arrivés 30 minutes plus tard, les sirènes retentissant et les fusils tirés, je me suis tenu calmement dans le hall, les mains levées. Je ne résiste pas. J'ai dit que les gens que vous voulez sont en bas. À 9h45, la maison grouillait d'application de la loi. L'équipe à succès a été traînée dans des poignets. Trevor Lamb, les mains zippées, face cachée sur le béton, a lu ses droits. Les officiers ne l'ont même pas remis en question. Les preuves étaient écrasantes. Et alors qu'il tirait le téléphone en brûleur d'Elisa du tiroir à l'étage avec sa voix donnant la commande, envoyez votre équipe à succès demain. Faites ressembler à un vol qui a mal tourné, les officiers m'ont regardé comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient me remercier ou avoir peur de moi. Je m'en fichais de toute façon. Ils avaient ce dont ils avaient besoin et Elisa était la prochaine. Le nom de Trevor Lamb signifiait quelque chose dans cette ville. Il a ouvert des portes, conclu des offres, acheté le silence, les politiciens ont serré la main lors de collectes de fonds et les journalistes ont hésité avant de publier tout ce qui pourrait le peindre sous un mauvais jour. Il était intouchable, du moins le croyait. Mais la puissance ne dure que aussi longtemps que vos secrets, et je viens de traîner ses plus profonds dans la lumière. Le matin après le raid, les gros titres étaient partout. Le PDG de milliardaires liés au meurtre pour des implorations plus élevées de Rimlancourt Corp après le complot d'assassinat exposé. Le flux anonyme découvre les meurtres de contrats de corruption.
Il était la nouvelle de la page et non le genre qui est venu avec le cocktail. Des photos de lui dans des poignées ont inondé chaque écran, le costume ébouriffé, le visage tordu de sang-fureur sur sa joue depuis qu'il a essayé de combattre l'officier qui s'arrête. On ne peut plus le nier, et non lorsque sa voix, son visage et les preuves accablantes ont tout été joués en boucle pour que le monde puisse le voir. Ce matin-là, je me suis assis dans la prairie sûre, j'ai organisé un petit bunker sans fenêtre, à 1 heure à l'extérieur de la ville. J'ai regardé les flux d'actualité rouler, tasse de café noir amer à la main, chaque muscle de mon corps bourdonnant toujours debout. Trevor s'était vu refuser une caution avant que son avocat ne puisse même déposer la requête. Le juge l'a qualifié de risque de vol, de menace pour la sécurité publique, surtout, de la pièce maîtresse de l'une des accusations de complot les plus accablantes que cette cour a vues en une décennie. L'accusation est entrée dans une montagne de preuves dans les 48 heures, confessions vidéo, dossiers financiers, séquences de sécurité, téléphones de brûleurs. Là encore, les membres du conseil d'administration se sont précipités pour se distancier, les actionnaires se sont retirés en masse. L'entreprise a perdu 800 millions de dollars en valeur. Le deuxième jour, les sponsors se sont retirés, les clients ont disparu et des partenariats de haut niveau ont publié des liens publiquement rompus. L'entreprise était à free fall et Trevor était dans une cellule de ciment en criant pour les avocats. Personne ne voulait envoyer. Mais je n'avais pas fini de regarder. Je voulais voir à quoi ressemblait l'effondrement sous tous les angles. À la fin de cette semaine, l'un des anciens entrepreneurs de sécurité de Trevor, quelqu'un dont je me souvenais d'un OP à l'étranger a présenté plus d'anciens emails, contrats, dossiers audio de Trevor se vantant de nettoyer les problèmes avec de l'argent et des balles. Mado et moi avons regardé la conférence de presse ensemble sur un flux crypté. La voix de l'entrepreneur a tremblé, mais le message était clair. Cet homme a utilisé son argent pour jouer Dieu, a-t-il dit, mais plus. J'ai tenu un journal à cette époque, non pas parce que j'avais besoin de traiter quoi que ce soit, il n'y avait pas de chagrin en moi, pas de regret, mais parce que je voulais enregistrer à quelle vitesse un homme comme Trevor pouvait tout perdre une fois que la vérité a frappé l'oxygène. La deuxième semaine a provoqué des actes d'accusation sur le trafic d'armes, le détournement de fonds, le chantage. L'un des tueurs à gages s'est renversé en échange d'une peine plus légère, donnant au FBI un grand livre avec des coordonnées de trésorerie enterrées dans 3 États. Et puis le couteau final a tordu la famille de Trevor, son ancien argent. East Coast Legacy Clan a publié une déclaration. Nous sommes consternés et honteux. Trevor Lamb ne représente plus cette famille ni nos valeurs. Nous rompons tous les liens, y compris le soutien financier, avec effet immédiat. Cela a fait plus de dommages que n'importe quel dépôt judiciaire. Cela l'a dépouillé du dernier bouclier qu'il avait laissé sans influence, aucune équipe juridique valant leur sel et sans aide extérieure. Trevor est devenu ce qu'il n'a jamais imaginé qu'il pourrait être, juste un autre détenu dans une combinaison orange, arpentant la cour tandis que le monde qui tremblait autrefois sous son talon se déplaçait sans lui. Il a essayé de tendre la main. Une fois par lettre, manuscrite, livrée par un tiers neutre, ma toile. Je l'ai brûlée sans lire la première ligne. Je n'avais pas besoin de savoir quelles excuses il avait fabriquées. Je n'avais pas besoin de fermeture. J'avais tout ce dont j'avais besoin, et bientôt Elisa aussi. Mais ce qui m'a le plus collé, c'est la séquence de l'intérieur du palais de justice. Les médias ont fait escorter une journée sur le terrain à Trevor dans son audience préliminaire, enchaîné, creusé. L'homme qui portait autrefois des costumes de $6 000 portait désormais des chaussures au comté, et un regard vide qui parlait d'une réalisation trop tard pour avoir de l'importance. Les journalistes ont envahi, criant des questions. Trevor, avez-vous commandé les succès? Avez-vous quelque chose à dire aux victimes? Elisa Baxter faisait-elle partie de votre organisation? Il n'a rien dit, pas un mot. Mais quand il a regardé les yeux, une fois que ses yeux ont rencontré la caméra, j'ai reconnu ce look. C'était l'apparence d'un homme qui avait vu le prédateur dans la grande herbe trop tard. Il savait qu'il a abattu. Il savait que ce n'était pas la loi, ce n'était pas les médias, ce n'était même pas le tueur à gages qui s'est retourné. C'était moi, l'homme qu'il pensait était juste un mari ennuyeux avec une vie tranquille. L'homme qu'il a sous-estimé. Et l'ironie. Je n'ai jamais eu besoin de le tuer. Je n'ai jamais posé un doigt fatal sur lui.
Je laisse juste la vérité se déchaîner comme un loup dans son empire et je l'ai regardé déchirer chaque mensonge qu'il avait jamais dit. Maintenant, il est assis seul. Pas d'empire, pas de fortune, pas d'alliés, juste des souvenirs d'un plan qui a mal tourné chez un homme qu'il n'aurait jamais dû traverser. Trevor Lang est tombé dur, mais Elisa, sa chute serait plus lente, plus personnelle, et je serais celui qui la guiderait à chaque étape. Ils sont venus pour Elisa 3 jours après la mise en accusation de Trevor. Elle était au salon, naturellement assise sous un sèche-linge, traversant un magazine de style de vie trop cher, ses ongles de sang fraîchement peints. Elle n'a même pas tressailli lorsque les détectives se sont approchés de sa chaise. Ils ont dit qu'elle a calmement fermé le magazine, souri poliment et a demandé « Puis-je au moins laver la teinture de mes cheveux en premier ?» Comme si la dignité pouvait être encore préservée, comme si le shampoing pouvait rincer le complot et la trahison. Le moment a été télévisé. Bien sûr, quelqu'un l'a enregistré, avec des mains tremblantes et pire, l'audio, mais cela n'avait pas d'importance. L'image était claire, Elisa Baxter, la mondaine autrefois enviée, étant menottée devant la moitié de la ville. Elle portait ses poignets comme si elle portait ses bijoux. Les poignets délicats ont soulevé juste assez pour le faire paraître intentionnel, prêt, contrôlé. C'était la magie d'Elisa. Elle avait toujours l'air réunie, alors même que sa vie se craquait autour d'elle. Mais derrière ce glamour se trouvait la panique. Je l'ai vue sur la photo de réservation. Son visage avait perdu sa couleur. Ses yeux étaient larges, non pas par peur de la prison mais par choc que le plan a échoué, que je n'étais pas mort, qu'elle a été prise. Elisa ne s'est jamais préparée à perdre pas une seule fois. J'ai regardé les images de The Safe House, penché en avant sur ma chaise, alors qu'ils ont énuméré les accusations contre elle, complot en vue de commettre un meurtre, un accessoire pour tentative d'homicide, fraude en fil, fraude à l'assurance et obstruction à la justice. L'un après l'autre, comme des balles dans un clip. Sa caution a été refusée, trop de risques, ont-ils déclaré. Elle a été considérée comme un risque de vol et un manipulateur social. La presse a eu une journée sur le terrain, Black Widow ou Power Player. Le mariage parfait construit se trouve à l'intérieur de l'esprit d'Elisa Baxter. Elle était sur chaque écran, chaque papier et dans aucun d'entre eux n'était la femme que je me suis mariée. J'ai alors réalisé à quel point je la connaissais vraiment. Elle a joué le rôle de la femme aimante pendant des années, puis le dimanche, chantant doucement tout en pliant la lessive, plantant du basilic dans notre jardin comme quelqu'un investi dans les racines. Mais c'était tout le théâtre, une répétition générale pour une vie qu'elle n'a jamais voulu vivre, une vie qu'elle prévoyait de sortir avec moi enterrée dans le dernier acte. Mais le public n'était pas aussi indulgent qu'elle l'espérait. Les médias sociaux ont déchiré ses amis, chaque collègue qui a une fois siroté du vin sur notre terrasse ou grillé nos anniversaires. Les influenceurs se sont déroulés, les recommandations ont chuté. Même son studio de yoga l'a condamnée publiquement. Elle était toxique maintenant, pas même criminellement glamour, juste criminelle. Et puis est venue la partie qu'elle n'a jamais vue me venir. J'ai attendu une semaine, assez longtemps pour qu'elle goûte les murs froids d'une cellule de rétention. Assez longtemps pour qu'elle s'assoie en silence sans contrôle, sans image organisée, pas d'alliés. Puis j'ai fait mon déménagement. Je suis entré dans la prison sous un autre nom, James Cole, gracieuseté du kit de documentation de MAD. J'avais grandi d'une barbe, teint mes cheveux gris et portais le genre de lunettes bon marché qui faisait paraître les gens 2 fois et ne se souviennent toujours pas de votre visage. J'ai dit au gardien que j'étais son comptable légiste nommé par le tribunal, ici pour passer en revue les divulgations financières. Ils m'ont laissé entrer sans un deuxième coup d'œil. Elle était assise à une table en acier froide lorsque je suis entré en plein pignon sur ses chevilles maintenant. Ses ongles ont été ébréchés. Ses cheveux, le lavés, avaient perdu son éclat. Ses yeux se levèrent, plissés derrière les cercles sombres. Elle ne m'a pas reconnu au début, pas dans cet éclairage, pas dans ce déguisement. Puis elle a incliné la tête et j'ai vu le scintillement, la reconnaissance, l'horreur, l'incrédulité dansant tous ensemble dans ses élèves, comme le feu derrière le verre. Tom, she whispered, voice cracked and trembling. He didn't answer. He sat down, opened a thin file folder and slid it across the table. Inside were copy of every message, every recorded call, every photo of her and Trevor, every transaction she made to the email.
But it wasn't. Juste évidence. It was annotated, highlighted, each betrayal, underlined, each deception, dated the timeline of her moral collapse. She opened it slowly, scanning the first page, then la prochaine fois, la troisième il a dit, je ne coupe pas, n'insultez pas les deux de nous avec un autre mensonge. Vous avez comploté pour me tuer. L'homme qui a tout abandonné pour construire une vie avec vous, l'homme qui a payé vos dettes, a couvert vos morceaux, soutenu tous les rêves que vous ayez jamais faits. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Ce n'était pas censé se produire comme ça, mais ça l'a fait. Elle a détourné les yeux, honteuse, ou peut-être juste peur de ce que je pourrais dire. Ensuite, je suis venu ici pour vous donner ceci, ai-je dit en tapant le fichier, de sorte que lorsque vous êtes seul dans cette cellule et que votre esprit commence à tourner des excuses, vous aurez la preuve que vous avez fait ceci, pas Trevor, pas moi. Vous, pourquoi? Elle a demandé presque un murmure. Pourquoi venir du tout? Parce que je veux que vous sachiez ce que cela fait de vous asseoir en face de quelqu'un qui vous connaît complètement et qui voit toutes les performances. Je veux que vous ressentiez ce poids, réalisez que tout ce que vous avez essayé de m'effacer vous a survécu et que vous vivrez avec ça. Je me tenais en laissant le fichier derrière. Au revoir Elisa. En sortant, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà l'expression sur son visage. La ruine n'était pas dans les accusations, la prison ou même l'humiliation publique. C'était en sachant que j'étais en vie et elle devait vivre tous les jours avec cette vérité. Le Montana ne se soucie pas de qui vous étiez. C'est ce qui m'a attiré ici. Il ne vous demande pas d'où vous venez, ne se soucie pas du nom à laquelle vous avez l'habitude de répondre ou de ce que votre passé restait en cendres. Il continue de bouger, lent, stable et intact par le bruit du monde. Ici, personne ne regarde deux fois un homme aux yeux tranquilles et aux mains insensibles. Ils hochaient la tête, crachent dans la saleté et continuent leur journée. Mon nom est maintenant James Wilson. Je vis à 3 miles à l'extérieur d'une ville assez petite pour vous oublier au moment où vous l'avez traversée, un restaurant, un bureau de poste et un magasin général qui vend toujours des ongles par la livre. Je loue une cabine modeste au bord d'une forêt de pins denses. J'ai construit mon propre atelier à seulement 20 mètres, toit en pente, poutres épaisses, le péché de sueur trempé dans chaque planche. L'ancienne version de moi aurait appelé cette retraite. La nouvelle version, il l'appelle défense. La paix, après tout, n'est réelle que si vous pouvez la protéger. Les gens ici me connaissent en tant que fabricant de meubles. Ils pensent que je suis passé de l'Oregon après un divorce, que je voulais me retrouver dans la simplicité du bois et de la solitude. Il y a une sorte de respect pour les hommes qui s'éloignent du bruit, en particulier dans les villes où les tracteurs et les conditions météorologiques comptent plus que les ragots. Je vends des tables artisanales, des chaises, quelques cadres de lit personnalisés à ceux qui peuvent se permettre le temps nécessaire pour faire quelque chose de réel. Je garde seul, jamais trop froid, jamais trop ouvert, mais je n'ai jamais cessé de regarder. Il y a un lien par satellite enfoui sous mon magasin, connecté à un gréement sécurisé que Mado m'a aidé à installer avant de disparaître. Il me nourrit des rapports cryptés une fois par semaine. Couping de nouvelles, mise à jour judiciaire, alerte de statut de prison, le monde dans lequel j'ai laissé coule toujours. Juste assez pour me tenir informé, jamais assez pour me retirer. Trevor Lang est toujours en prison. Il a de nouveau tenté la caution il y a un mois, à nier plus. Les accusations continuent de rouler, fraude fiscale, falsification des témoins, même un angle de raquette, désormais lié à une filiale offshore. Il pensait que personne ne trouverait. Mado l'a trouvé, l'a envoyé au gouvernement fédéral de manière anonyme. J'ai souri quand j'ai lu la mise à jour du cas. La santé de Trevor n'est plus bonne. La prison, la nourriture, le stress et le bord net d'être non pertinent l'ont porté. Les rapports indiquent qu'il a perdu du poids, des promenades avec un mou. Maintenant, je ne le souhaitais pas, mais je ne nierai pas que cela règle quelque chose dans ma poitrine en sachant qu'il gaspille dans les mêmes ombres qu'il avait l'habitude de gouverner. Et Elisa, elle est toujours enfermée aussi. Pas de libération conditionnelle, pas de visite. Elle a déposé 2 appels, tous 2 rejetés sans entendre. Son avocat a été nommé par cour de justice. Son nom ne tend plus. Personne ne vend son histoire. Personne ne pleure sa chute.
Elle est juste un autre numéro maintenant, une autre détenue avec une passe qui a brûlé trop chaud et n'a laissé que de la fumée. Parfois, je me demande si elle rêve toujours de moi, si, dans les longues heures entre les lumières et le conte du matin, elle voit mon visage, pas l'homme qu'elle pensait avoir épousé, mais celui qu'elle a essayé de tuer, l'homme qui la regardait dans les yeux et a dit « Je sais ». Peut-être qu'elle se réveille en souhaitant qu'elle ait couru quand elle en a eu l'occasion. Peut-être pas, peu importe. Sa prison n'est pas seulement de l'acier et du béton, c'est de la mémoire, et je me suis assuré qu'il était hermétique. Mes jours commencent maintenant par le soleil, pas des alarmes. Je me réveille tôt, prépare un fort café noir, monte sur le porche et respire l'air si propre qu'il est fictif. J'aiguise des outils, des planches de sable, des jambes de forme de l'érable, des incrustations de noix. Chaque coupe que je fais est délibérée, contrôlée, honnête. Je mange des aliments simples, bacon, œufs, flocons d'avoine. Je cuisine tout moi-même. Parfois, les habitants me demandent si jamais je suis seule. Je leur dis la vérité, non, je sais juste être silencieux et la plupart d'entre eux comprennent. La nuit, je marche le périmètre de ma terre. Par habitude, j'ai installé des capteurs de mouvement, des caméras cachées et un système d'alerte silencieux qui déclenche mon téléphone si quelque chose de plus grand qu'un lapin traverse la zone tampon. Certains pourraient l'appeler paranoïa, j'appelle cela une assurance. Une fois que vous avez survécu, l'ordre de mise à mort de la personne que vous aimiez autrefois votre définition de préparation des changements en permanence. Mais voici le problème. Je ne cours pas, je ne me cache pas, j'ai simplement choisi de vivre sous le radar d'un monde trop fort, trop cruel et trop oublieux. Je n'ai plus besoin de me venger. J'ai déjà gagné. Je n'ai besoin de détruire personne d'autre. J'ai déjà démantelé tout ce qui m'a menacé. Maintenant, je construis des tables, des chaises, un avenir. J'ai rencontré une femme il y a quelques semaines. Son nom est Cathy. Elle dirige la bibliothèque de la ville et parle avec le genre de voix qui ressemble à du pain chaud. Nous parlons. Parfois, elle pense que je suis un peu étrange, calme, trop polie, marchant toujours comme je m'attends à ce que les ennuis viennent des arbres. Mais elle n'appuie pas. Elle aime mon travail, dit. Une de mes tables lui a rappelé la ferme de son grand-père. J'ai proposé de lui construire une étagère. Elle sourit. C'est peut-être à quoi ressemble la guérison, sans oublier, mais je n'ai plus besoin de se souvenir de chaque détail. Les fantômes n'ont pas disparu. Ils marchent sur les bois avec moi. Parfois, ils sont assis tranquillement à côté de moi dans le magasin. Je n'essaie pas de les chasser. Ils me rappellent, ils me gardent honnête, mais ils ne me possèdent pas. Je possède mon temps maintenant, mes mains, ma paix. Et si le passé revient à me chercher à nouveau, laissez-le. Il ne trouvera pas Tom Baxter en attente, il trouvera James Wilson et il sera prêt. Cela fait 5 ans, 5 hivers, 5 récoltes, 5 tronçons de silence et de neige et l'odeur de pain après la pluie. La plupart du temps, j'oublie ce que je m'appelais, non pas parce que j'essaie, mais parce que James Wilson est devenu plus qu'un simple nom. C'est un choix, une planche construite par planche, une erreur par erreur, avec des mains qui tirent autrefois des déclencheurs et maintenant des dalles de noix simples jusqu'à ce qu'elles brillent dans les bords calmes du Montana. La paix n'est pas une destination, c'est une discipline. Vous le gagnez avec chaque décision de ne pas atteindre votre passé, avec chaque respiration que vous prenez sans vérifier par-dessus votre épaule, avec chaque vie que vous lâchez sans avoir besoin d'applaudissements ou de fermeture ni même de pardon. Mais je n'ai jamais cessé de regarder, je n'ai jamais cessé de savoir. Une fois par semaine, je prends 1 heure dans l'arrière-boutique de mon atelier. La plateforme est toujours là, cachée sous un faux panneau de sol. La plupart des gens ne devineraient jamais qu'un fabricant de meubles dans une chemise en flanelle et des bottes poussiéreuses a un terminal de surveillance de haute qualité enfoui sous du bois de rechange. Mais je ne suis pas la plupart des gens. L'écran bottise avec un bourdonnement calme. Matos est assuré qu'il fonctionne toujours comme une ombre, silencieux, invisible, introuvable. J'ai vérifié les aliments plus que la peur. Trevor Lamb, maintenant âgé de 54 ans, est hébergé dans une prison de sécurité moyenne dans l'État de New York. C'est une ombre de lui-même. Il marche avec une canne. Désormais, les dossiers médicaux indiquent qu'il a développé un début de Parkinson et a besoin d'aide.
Ses avocats l'ont abandonné après que son dernier appel a été refusé. Sa famille n'a pas visité depuis des années. Personne ne se souvient plus de son nom dans les gros titres. Je le fais, mais seulement en tant qu'étude de cas, un rappel de la distance qui peut tomber lorsqu'elle peut chuter lorsqu'elle. Il n'a pas parlé de mon nom depuis des années, selon les transcriptions, mais j'aime penser qu'il pense parfois à moi dans les moments où les lumières au-dessus et la nourriture ont le goût de carton et de son camarade de cellule. J'espère vivre dans le silence entre ses regrets. Elisa, en revanche, est en prison fédérale dans l'Illinois, sécurité minimale. Maintenant, le temps a adouci sa phrase, mais pas sa honte. Son dossier dit qu'elle enseigne le yoga et aide à la carte de la bibliothèque, mais j'ai vu les séquences vidéo. Elle marche plus lentement maintenant. Elle ne sourit pas beaucoup. Parfois, elle essaie d'écrire des éditeurs sur le complexe industriel de la prison sous les pseudonymes, mais ils ne vont jamais loin. Personne n'écoute une femme qui a tenté d'orchestrer un meurtre. Le monde est parti, l'a laissée dans la poussière. Elle s'est fait. Tous les 6 mois, elle demande la libération conditionnelle. Tous les 6 mois, il est refusé, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce que son remords se lit comme un script. La dernière transcription de son audience a indiqué que le conseil d'administration ne croyait pas qu'elle avait pris une responsabilité significative. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce que cela signifie. Elisa n'a jamais possédé ses choix, pas vraiment. Et maintenant, elle existe dans une boucle, une vie qui ne se termine pas mais qui ne fait plus avancer. C'est sa cage. C'est la vraie punition. Et moi, je me réveille tôt. Je mange bien. Je construis des choses avec mes mains, pas seulement les meubles maintenant, les outils, les jouets, même une petite cabine. J'aide mes voisins à la conception d'enfants pour son projet scientifique. La ville me connaît comme l'homme qui répare ce qui est cassé, ne pose jamais trop de questions, se garde pour lui, donne de bons conseils si vous l'attrapez de bonne humeur. Cathy est toujours là. Elle n'a jamais poussé, ne m'a jamais demandé d'histoire que je n'étais pas prête à raconter. Nous partageons des repas, parfois des promenades. Elle m'apporte des livres de la bibliothèque qu'elle pense que je pourrais aimer. Une fois, elle m'a donné une copie du Vieil homme et de la mer et a dit, vous me le rappelez. Calme, mais dangereux. D'une certaine manière, j'ai ri de ça. Elle ne le pensait pas littéralement, mais elle n'était pas mal non plus. Elle m'a demandé une seule fois, si jamais j'avais été blessée d'une manière qui rendait la paix suspecte. Je n'ai pas répondu, mais elle a compris, ça suffit. Il y a un fusil près de la porte, une arme de poing dans le tiroir. Pas hors de paranoïa, juste un protocole. Les vieilles habitudes meurent durement, mais toutes les habitudes ne doivent pas être une blessure. Parfois, la préparation est exactement ce qui maintient le silence. Calme. Calme. Je ne cherche plus de danger, mais si cela vient, cela me trouvera tranchant. Je fais toujours de longues promenades, respire profondément dans les bois, je coupe mon propre bois de chauffage. Il y a quelque chose de satisfaisant dans la division des journaux, la force propre est nécessaire. Il n'y a pas de mensonge. Les gens ici disent que j'ai les yeux d'un homme qui a trop vu. Peut-être qu'ils ont raison, mais ils ne savent pas que je suis aussi l'homme qui a refusé de détourner le regard quand tout a essayé de le convaincre de le faire. J'ai survécu à la trahison, j'ai enterré les parties de moi-même qui brûlaient autrefois trop brillantes, et maintenant je vis non pas comme des proies, pas même en tant que survivante, mais comme quelque chose de plus rare. Je suis le prédateur qui a trouvé la paix et je le garderai avec le silence, avec une discipline, avec des mains qui peuvent construire et défendre, toujours prêtes, toujours en regardant.